Alors, je vais accueillir maintenant Leïla Vignal. Leïla est professeure à l'école normale supérieure de géographie. Et donc, on est en train de continuer les sauts dans le temps et on arrive maintenant après la Seconde Guerre mondiale. Je dois dire qu'il y a une chose qui est particulièrement bien, qui est plaisante dans ce programme, c'est que donc en plus nous changeons de discipline encore une fois, puisqu'après avoir eu une spécialiste d'histoire romaine et une spécialiste d'histoire moderne, nous avons maintenant une géographe qui nous parlera du monde contemporain. Oui, et par ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est qu'il a été monté il y a un an ou deux un programme à l'ENS qui s'appelle le programme Sud, qui regroupe les enquêtes et les travaux qui portent sur les mondes du Sud. Et donc c'est Leïla qui dirige ce programme Sud extrêmement important au sein de l'école. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis je voudrais d'abord remercier vraiment très chaleureusement Nadège et Emmanuel pour l'organisation de ces journées qui me semblent très importante et auquel je suis ravie de contribuer. Alors donc moi, comme ça a été dit, je suis géographe et je travaille actuellement sur les réfugiés syriens au Moyen-Orient. Et donc dans le cadre de cette journée qui est consacrée à la mise en perspective des principes et des pratiques de l'hospitalité, je vous propose de vous présenter très rapidement le travail de terrain que je mène depuis 7 ans avec ma collègue anthropologue Emma Aubin-Boltanski dans quelques villages et petites villes de la vallée de la Bekaa au Liban. Donc vous avez la localisation de la région dans laquelle on travaille. Et on mène ce travail auprès de Syriens et de Syriennes qui ont trouvé refuge depuis 2012, depuis 2012-2013, enfin depuis le déclenchement vraiment de la guerre en Syrie, avec la révolution qui commence en 2011. Et on travaille sur les relations entre ces Syriens et ces Syriennes réfugiés et les Libanais et les Libanaises de ces villages et comment cette relation s'organise. Alors, à partir de ces quelques éléments que je vais vous donner sur la situation de ces populations réfugiées, j'aborderai dans un second temps la question de l'asile et la façon dont, à la période contemporaine, la communauté internationale qui est alors naissante, en train de se constituer, a identifié une catégorie de personnes pouvant se réclamer d'un besoin de protection, donnant naissance à du droit et notamment du droit international. Mais on vient de voir qu'il y a une histoire longue, évidemment, comme toutes les réalités de nos sociétés. Et c'est un droit qui est mis en œuvre dans des politiques nationales. C'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, des principes universels et puis qui sont ensuite conditionnalisés dans des cadres politiques spécifiques. Alors, les Syriens au Liban. La précarité de la situation des Syriens et Syriennes, hein, je vais juste utiliser le pluriel masculin, mais évidemment il y a le féminin là-dedans, est bien sûr due en premier lieu à la situation en Syrie, donc, qui est en guerre depuis plus de 12 ans et qui est un pays aux mains d'un régime qui réprime toute forme d'opposition réelle ou supposée. Il n'y a aucune solution de paix en Syrie pour le moment et dans un futur envisageable. Et le régime de Damas ne souhaite pas le retour des 8 millions de personnes qui ont trouvé refuge en dehors de ses frontières. Donc les Syriens sont condamnés, pour le moment en tout cas, à un exil pour le moment sans fin. Au Liban, les relations entre Syriens et Libanais sont très complexes. Ces relations, elles sont faites d'interdépendance dans la région dans laquelle on travaille. Hein, je zoome sur notre terrain. Ces relations, elles sont faites d'interdépendance autour du travail. Les Syriens cultivant, par exemple, les terres, les champs des propriétaires libanais pour des salaires très faibles qui, seuls, garantissent le fonctionnement de cette économie agricole. Ces interdépendances, qui donc ont une dimension très fortement articulée autour du travail et de la perpétuation de cette économie agricole, elles sont régulées et limitées par des formes de mise à distance spatiale et sociale, telles que visibles, par exemple, dans nos villages, par la séparation des espaces d'habitation. Sur la diapo, vous voyez les camps qui sont les petits carrés et les noyaux villageois. On voit bien cette séparation de l'habitat. On voit également cette séparation de l'habitat avec cette photo de ce camp. Les Syriens s'installant sous des tentes dans des espaces agricoles, donc qui sont à distance des noyaux villageois. Ces relations, elles sont aussi faites de crainte.
qui sont liées à des faisceaux complexes de causes, qui sont ancrés dans l'histoire des relations libano-syriennes, sur laquelle je n'ai pas le temps de développer. Mais elles sont également liées, ces craintes, à la pauvreté globale que connaissent ces deux populations, qui sont obligées de vivre côte à côte. Pauvreté que la crise économique que connaît le Liban depuis 2019 a évidemment dramatiquement exacerbé, puisqu'il est estimé aujourd'hui que 80% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Côté libanais, ces peurs, elles sont aussi exacerbées par des discours qui viennent de différentes sphères politiques, qui appellent au mieux au retour volontaire des Syriens en Syrie et au pire à leur expulsion. Et alors que les discours racistes à leur encontre sont de plus en plus ouverts et décomplexés. Certes, alors que maintenant certaines familles sont arrivées depuis plus de 12 ans au Liban, je l'ai dit, les réfugiés ont fait de cette vie temporaire leur vie de tous les jours. Ils travaillent, ils se marient, comme le montre cette photo d'un mariage syrien qui est prise dans l'un de ces villages. Ils ont des enfants, ils les élèvent, ils s'installent. Mais au sein du faisceau des multiples précarités qui constituent leur vie, la plus fondamentale est la précarité juridique. En effet, le Liban n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951 qui fonde le droit actuel de la protection, et je vais parler de la Convention un peu plus tard tout à l'heure. Plus encore, le Liban ne se considère pas comme un pays d'asile et il n'a pas d'administration ad hoc pour traiter des demandes de protection qui peuvent y être faites. Et en fait, c'est le Haut Commissariat des réfugiés, qui est une agence de l'ONU, le HCR, qui octroie des titres temporaires de protection aux personnes en situation de demande d'asile au nom du gouvernement libanais. Alors la situation légale des Syriens et des Syriennes, au Liban, elle est très variable d'un individu à l'autre et on trouve une très grande diversité de situations, y compris au sein d'une même famille. Il y a en gros trois grands types de situations. Il y a les personnes qui bénéficient d'une protection temporaire si ces personnes sont arrivées avant 2015, parce qu'il y a eu des changements en 2015, et s'ils renouvellent leur titre acquis avant 2015 chaque année, moyennant $200 par personne, ce qui représente donc des sommes énormes pour des familles. Deuxième type de situation, les personnes qui bénéficient d'un enregistrement auprès du HCR, cet enregistrement ne valant pas protection temporaire, étant juste un enregistrement, mais qui leur permet d'accéder à l'aide humanitaire. Mais ce n'est pas une protection légale. Troisième type de situation, il y a un petit nombre de Syriens résidant au Liban qui résident à la faveur d'un visa de travail. Mais l'obtention d'un tel visa, elle est très compliquée. Un tel visa est très compliqué à obtenir et elle est notamment conditionnée à la garantie obtenue par un employeur. Et c'est ce qu'on appelle au Moyen-Orient le système de la kafala. Donc c'est très difficile à obtenir et ça représente qu'un tout petit nombre de personnes. Donc, sans entrer plus avant dans les détails de cette complexité que vous devinez, vous comprenez aisément que, en gros, l'ensemble des Syriens qui sont présents au Liban ne bénéficient pas de la protection temporaire qui est délivrée par le HCR et que la grande partie de la population, et sans doute la moitié de la population, est complètement hors des clous de toute légalité et donc n'a pas de statut légal au Liban. Et cette population, elle est tout à fait invisible des statistiques. Lorsque vous regardez les chiffres des Syriens au Liban, vous voyez même une baisse depuis 2015, mais c'est un effet de toutes ces restrictions d'accès à une protection qui donne cette illusion d'une population qui baisse, alors que les Syriens sont estimés à être environ 1,5 million d'individus au Liban. Et donc les Syriens qui sont dans cette situation de précarité légale n'ont aucun droit, tout en précisant le fait que le statut de protection temporaire dont bénéficient certains et certaines d'entre elles ne donne de toutes les manières que des droits limités à ces personnes. Mais au moins cette protection, notamment en matière d'accès au marché du travail, mais au moins cette protection temporaire dont bénéficient certains d'entre eux, certaines d'entre elles, les protège, tout du moins en théorie, de l'expulsion.
Alors, cette question des droits des personnes dans le pays où l'on trouve refuge, elle est fondamentale et ça a été finalement évoqué précédemment. En effet, lorsqu'on fuit son pays, soit parce que son propre gouvernement n'est pas capable d'assurer sa protection, ou soit parce que le gouvernement est responsable des risques que les personnes concernées y encourent, lorsque l'on franchit la frontière, on se protège, certes, physiquement, mais on perd en même temps tous ses droits de citoyen et la protection que tout État est censé assurer à ses ressortissants. Donc c'est sur la base du constat du besoin de protection des personnes ne pouvant plus se réclamer de celle de leur État qu'un chemin vers l'élaboration d'un droit d'asile a été progressivement tracé au cours du XXe siècle. Un droit qui s'applique aux personnes, en contraste avec la situation médiévale qui a été évoquée précédemment, mais qui relève tout de même d'une base territoriale et politique, celle des États-nations qui s'affirment au cours du XXe siècle. Alors, le droit d'asile actuel, il s'ancre dans une tradition occidentale, comme le droit international en général, et c'est de celui-ci dont je vous propose maintenant d'exposer les grands jalons et les grands principes. Mais il est évident, et ça a été très bien dit précédemment, que les traditions de l'accueil, de l'asile, de la protection ont connu et connaissent des déclinaisons très variées de par le monde et au cours de l'histoire des sociétés. Ainsi, pour la période très contemporaine, il est utile de se rappeler que le premier code des réfugiés a été édicté à Istanbul, donc sous l'Empire ottoman, en 1857. Par ailleurs, l'approche fondée sur les droits que porte la Convention de Genève, elle peut et elle doit sans doute s'articuler à d'autres approches. Alors, on a vu d'autres approches dans l'histoire antique et médiévale, mais à l'époque contemporaine, il y a évidemment d'autres traditions et dispositifs d'accueil. Au Moyen-Orient, par exemple, la notion de karam, qui veut dire générosité, avec le verbe être généreux, rend bien compte d'une organisation sociale et des formes d'institutionnalisation sociale de l'accueil. Alors, le terme d'asile, dans la tradition occidentale, là je n'ose même plus rien dire face à mes collègues bien plus expertes, mais vient évidemment du grec, et désigne ce sanctuaire, et il est appliqué effectivement dans les cités grecques où chacun peut se réfugier dans les lieux sacrés, ce qui est une protoforme finalement de droit d'asile, peut-être sans faire d'anachronisme. Dans la pensée chrétienne occidentale, c'est saint Augustin qui élargit la protection aux criminels qui peuvent trouver refuge dans les églises. Au Moyen-Âge, ça a été dit, l'État essaye d'en limiter l'application et de le transformer en droit séculier, mais on a bien vu que les églises résistent. Et c'est vraiment au XVIIe siècle, ça a été également dit, et bien mieux que moi, que le basculement s'opère avec l'idée que théorise donc Hugo Grotius, que les individus ont droit à la liberté de religion et de pensée et que les États ont un devoir d'asile politique à l'égard des étrangers. Et pour reprendre les termes de l'historienne Delphine Diaz, et ça a été mentionné aussi par Naïma, c'est à partir de cette époque que s'opère cette distinction entre l'exil blâmable, qui est dû à une condamnation judiciaire, et l'exil misérable, qui est lié à une force de coercition. Mais c'est un droit qui reste à la discrétion des États. La nécessité d'une prise en charge collective de la responsabilité de l'asile, elle s'affirme vraiment au XXe siècle et elle correspond à un double mouvement de prise en compte des mouvements de population majeurs qui ont lieu notamment en Europe suite à la dissolution des empires après la Première Guerre mondiale, puis de l'effondrement nazi et de la constitution des blocs après la Seconde Guerre mondiale, dans ce contexte que j'ai mentionné d'affirmation des États-nations comme le socle juridique et politique de la vie internationale. Ainsi, après la Première Guerre mondiale, alors que les passeports deviennent nécessaires à la circulation des personnes, la création en 1921 d'un Haut Commissariat aux réfugiés russes est le premier acte d'un nouveau droit international dans le cadre de la Société des Nations qui vient d'être créée.
Alors ce haut commissariat annonce la mise en circulation du passeport Nansen, du nom du diplomate norvégien qui l'a pensé et porté. Et ce passeport, il a pour objectif premier de venir en aide aux exilés russes qui sont devenus apatrides à partir de 1917. Et ce passeport, il est considéré comme le premier instrument juridique qui est utilisé dans le cadre de la protection internationale des réfugiés contemporaines. Mais à cette époque, son octroi n'est pas systématique. Il est ensuite élargi à d'autres groupes, comme par exemple les Arméniens, mais il est par exemple refusé aux exilés antifascistes italiens pour ne pas contrarier Mussolini. Donc ça reflète aussi ce qui a été dit aussi dans la table ronde précédente sur le fait que ça peut être un droit très conditionné à certains groupes. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'importance des mouvements de population, je l'ai dit, et l'affirmation aussi de droits humains universels dont sont responsables les États assemblés dans l'ONU, qui voient le jour à ce moment-là, accélère la construction d'un droit international en matière d'asile. Donc la communauté internationale qui se constitue au sein des Nations Unies décide que le devoir de protection des personnes persécutées dans leur état d'origine relève de la responsabilité collective de ces États membres. Et c'est ce que traduit notamment l'article 14 de la Déclaration universelle de 1948 qui dit « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ». Ce droit est donc un droit des personnes, en contraste avec ce qui a été dit par rapport à la période médiévale, et qui est donc universel. Et qui est donc universalisé à ce moment-là, et qui n'est donc plus appliqué à des communautés particulières, comme c'était le cas pour le passeport Nansen. Puis, en 1950, la création du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, qui est suivie en 1951 par l'adoption de la Convention de Genève, fonde la protection juridique internationale des réfugiés qui prévaut aujourd'hui. Alors, l'article 1 de cette convention, elle protège toute personne, vous avez le texte là, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, il y a des critères, si vous voulez, pour pouvoir se réclamer de la protection universelle. Elle est d'abord réservée aux Européens et limitée à des événements survenus avant 1951, et puis ensuite elle est élargie en 1967 à toute situation, tout territoire et sans restriction temporelle. Alors cette convention, elle comporte 46 articles. J'ai combien de temps encore ? Il te reste 10 minutes. D'accord. Elle comporte 46 articles qui détaillent les droits et les devoirs des personnes qui bénéficient de la protection d'un État et qui statue notamment que la résidence qui est accordée au titre du droit d'asile aux personnes doit, en théorie, ouvrir des droits socio-économiques similaires aux droits des citoyens du dit pays. Mais c'est vraiment l'article 33 qui constitue la pierre angulaire de la protection. En effet, c'est un article qui interdit l'expulsion ou le retour de force d'un réfugié dans son pays si ce retour implique des menaces du même ordre que celles qui ont été décrites dans l'article 1. Alors cet article qu'on appelle aussi l'article du non-refoulement, donc de l'interdiction du refoulement, est essentiel parce que c'est lui qui fonde la protection sur la base de menaces encourues dans le pays de départ. Alors, ce texte, c'est évidemment un texte majeur en matière de protection des personnes et c'est le seul instrument juridique mondial qui traite du statut et des droits des réfugiés. Cependant, il y a également tout un ensemble vraiment très substantiel de lois internationales sur les droits de l'homme qui complète les droits des réfugiés qui sont énoncés dans la Convention, qui est un texte limité. Donc il y a eu toute une production juridique pour compléter les droits des réfugiés. Par ailleurs, il y a certaines dispositions de la Convention de 1951, dont l'article 33 sur le non-refoulement, qui font désormais partie du droit international coutumier
auxquelles sont soumis tous les États membres de l'ONU. Ainsi, par exemple, le Liban, pour revenir à mon exemple, il est tenu de respecter ce principe du non-refoulement, même s'il n'est pas partie de la Convention de Genève, parce que ce principe, maintenant, fait partie du droit international coutumier. Et donc, le Liban, en théorie, ne peut pas expulser les réfugiés syriens tant que la situation en Syrie n'est pas sûre. Alors, comment est-ce que s'applique la Convention de Genève? Cette protection, donc, c'est un principe universel inconditionnel, mais qui est appliqué par les États. Ce sont les États qui sont au cœur du système international actuel et ce sont les États qui sont seuls souverains en matière de politique concernant leur population et les personnes entrant ou résidant sur leur territoire. Cependant, comme signataires de la Convention de Genève, et on a vu qu'il y a 147 États signataires de la Convention, ils sont tenus de fixer les conditions d'application de la Convention en les transférant en droit interne national. C'est ce qu'on appelle l'asile conventionnel. Plus tard, il y a un deuxième type d'asile qui a été mis en place, ce qu'on appelle l'asile temporaire ou la protection subsidiaire, dont vous entendez peut-être parler. Et c'est un dispositif qui permet d'attribuer la protection à des individus qui ne répondent pas, qui ne remplissent pas les conditions d'obtention du statut de réfugié au sens de l'article 1, qui sont assez restreintes, vous l'avez vu. La protection temporaire, elle permet par exemple de protéger, d'accorder la protection à des personnes qui sont exposées dans leur pays à des risques graves, mort, torture, traitement inhumain ou dégradant, ou des menaces qui sont liées à des situations de conflit et de guerre. Et c'est par exemple à ce titre que une grande majorité des Syriens sont accueillis en Europe ou une grande majorité des Ukrainiens. Ce n'est pas tous des opposants politiques ou des personnes qui sont menacées du fait de ce qu'ils sont, leur identité religieuse, de leurs engagements politiques, de leur sexualité. C'est des gens qui sont menacés parce qu'il y a une situation de conflit. Donc on a cette double protection qui est mise en œuvre par les États signataires de la Convention de Genève. Les États qui sont partis à la Convention sont aussi tenus de mettre en place une administration ad hoc pour traiter des demandes qui sont déposées. En France, comme vous le savez, c'est l'OFPRA qui est l'établissement public qui a pour mission de reconnaître la qualité de réfugié aux demandeurs d'asile. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et il y a une juridiction administrative spécialisée, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est chargée, le cas échéant, de juger en appel les décisions de l'OFPRA. La Convention de Genève, elle forme par ailleurs la base d'instruments régionaux qui ont été développés pour répondre à des situations ad hoc, comme la Convention de l'OUA sur les réfugiés, qui est une convention de 1969 en Afrique, parce qu'il y avait là aussi énormément de mouvements de population suite aux indépendances qui donc ont conduit à la nécessité de créer une institution ad hoc fondée sur la Convention de Genève. C'est également la base d'évolution juridique dans des cadres politiques singuliers, comme par exemple l'Union européenne. Parce qu'en effet, dans l'Union européenne, la création d'une frontière commune et d'un espace de circulation commun a donné lieu, à partir des années 90, à un système de gestion commun de l'asile qui est très parcellaire, mais qui se développe depuis les années 90, qui est connu sous le nom peu limpide de règlement de Dublin, et qui vise, pour simplifier, à déterminer quel État sera responsable du traitement d'une demande d'asile déposée dans un État membre de l'Union européenne. Et l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens en 2014-2015 a d'ailleurs montré le besoin d'une meilleure coordination et le besoin de la construction d'une réponse commune européenne afin qu'un afflux de demandes d'asile ne se transforme pas en une crise de l'asile. Et le chemin est encore long de ce point de vue. Alors, quelques remarques conclusives. La Convention et l'asile conventionnel et l'asile temporaire qu'elle met en place a des limites
qui sont nombreuses. Par exemple, elle ne prend en charge que les déplacés de force qui ont franchi une frontière, forcément. C'est à partir du moment où il y a le franchissement d'une frontière internationale que la communauté internationale est soumise à cette responsabilité collective. Mais de fait, les déplacés de force internes à l'intérieur des pays sont une population beaucoup plus nombreuse que la population de réfugiés dans le monde. Donc c'est un point aveugle du droit international. C'est sans doute pas à la Convention de le prendre en charge, mais la question des déplacés de force internes et de leurs droits est une vraie question. Par ailleurs, la création d'une catégorie de réfugiés a eu pour effet de créer des frontières rigides dans les droits des personnes en migration et de rendre, dans les représentations politiques d'aujourd'hui, en tout cas, on le voit dans le débat médiatique, certaines migrations plus légitimes que d'autres, en fondant cette légitimité sur les raisons du départ des personnes, alors que les études migratoires montrent bien que les personnes en migration se positionnent sur vraiment un continuum de situations individuelles qu'il est parfois vraiment très difficile de catégoriser, avec des faisceaux de causes de départ qui sont souvent très difficiles à démêler. Il n'y a pas toujours de différence fondamentale de nature dans ce qui pousse les gens à partir en migration. Enfin, l'application de la Convention, elle peut être limitée par la façon dont les pays appliquent leur compréhension de la situation dans les pays de départ des personnes qui demandent l'asile. Alors là, c'est un cas extrême, mais vous avez sans doute entendu parler de la décision qui a des difficultés à être appliquée, mais la décision du gouvernement du Danemark en 2022 de renvoyer les réfugiés syriens du Danemark en Syrie, en estimant que dans certaines régions de la Syrie, la situation pouvait être qualifiée de sûre, en évidemment contradiction complète avec l'article 33. C'est le même argument de pays sûr qui est avancé par les partis libanais dont je vous ai parlé, ces partis libanais qui souhaitent le retour des Syriens dans leur pays. Mais malgré ces limites, et elles sont nombreuses et elles donnent lieu à beaucoup de débats, la Convention, elle représente une avancée majeure en termes de protection des individus, de leurs droits humains, et une avancée majeure en termes de prise de responsabilité collective de la communauté internationale. Et il serait sans doute très difficile aujourd'hui de trouver les bases communes d'un texte similaire. C'est par ailleurs un droit qui tire sa force de son application, et cette application, elle se fait dans le cadre des législations nationales, je viens de le dire, dans le cadre des législations européennes, et c'est ce qui en fait la force ou la faiblesse, et ça relève de notre responsabilité de citoyens et de citoyennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Vraiment, c'était encore une fois absolument passionnant et ça nous a permis de clarifier tous ces problèmes de droit qui nous sont souvent un peu obscurs.